Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et le lundi en supplément à 13h30 pour une demi-heure d'analyse de marché et d'analyse macro au démarrage d'une semaine qui sera intense avec des réunions de banque centrale devant nous. Nous avions eu la Banque centrale européenne la semaine dernière. Nous aurons dès demain la décision de la Banque du Japon, la seule grande banque centrale du monde développé qui n'a pas touché à ses taux directeurs dans ce cycle. Nous aurons bien sûr la décision de la Réserve fédérale américaine avec une pause qui devrait être confirmée ce 1er novembre par la Fed. Et puis la Banque d'Angleterre également qui rendra sa décision de politique monétaire ce jeudi. Là aussi, le marché n'attend plus de la Banque d'Angleterre qu'elle continue de remonter ses taux directeurs. Sur le plan de la macroéconomie, beaucoup d'indicateurs ont commencé déjà à être publiés et marqueront l'ensemble de cette semaine avec notamment les premières estimations d'inflation pour les différents pays de la zone euro pour le mois d'octobre. Nous avons eu l'inflation espagnole ce matin qui montre une nette décélération par rapport au rythme de progression des prix qu'on pouvait observer au mois de septembre. Nous aurons le chiffre allemand en début d'après-midi. L'Allemagne qui a par ailleurs publié sa croissance trimestrielle pour le troisième trimestre, une première estimation qui ressort à moins 0,1%. Le chiffre par les économistes était attendu en contraction un peu plus marquée. Fait notable également, les chiffres précédents de croissance en Allemagne ont été révisés à la hausse de 0,1 point et pour le deuxième trimestre et pour le premier trimestre. Voilà donc pour la toile de fond du moment avec une séquence macro et microéconomique qui sera importante puisque nous aurons parmi les grands résultats qui marqueront encore cette semaine la fin du groupe des GAFAM avec la publication d'Apple qui sera à suivre au cours de cette semaine. Pas de plan de trading exceptionnellement cette semaine avec les équipes d'IG, mais nous allons profiter de l'analyse et des perspectives que nous apporte John Plassard en visioconférence avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous depuis Genève. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence avec, je le disais, une semaine qui s'annonce chargée, notamment sur le plan des décisions de politique monétaire. Si on n'attend plus de hausse de taux de la Réserve fédérale américaine, le discours de Jérôme Powell sera évidemment suivi de près par les investisseurs ce mercredi. Que faut-il attendre de la Fed et de Jay Powell à ce stade, John, au-delà d'une confirmation que la Fed est en pause sur ses taux directeurs? Oui, écoutez, Grégoire, à chaque fois que la Réserve fédérale américaine puis Jackson Hole de 2022, évidemment, c'est la question de la data dependency, c'est-à-dire c'est les statistiques économiques qui détermineront les prochains mouvements de la Réserve fédérale américaine. Alors, si vous regardez, si on essaie de faire un très léger décompte des statistiques économiques qui ont été publiées juste la semaine passée. Vous vous souvenez, le PIB américain pour le troisième trimestre, c'est 4,9%, largement au-dessus des attentes du marché et largement au-dessus de la croissance de la majeure partie des pays, puisqu'il faut quand même rappeler que même la Chine a fait 4,9%. Donc c'est une croissance explosive aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier, je dirais, première épine dans le pied de la Fed. Ensuite, la semaine passée, on a eu des chiffres de l'industrie manufacturière aux États-Unis qui ont été publiés largement au-dessus des attentes, tout comme le logement. Et je rappelle quand même que le logement, vous avez vu que les taux hypothécaires, Grégoire, ils ont explosé. Le fameux 30 ans sur lequel se basent les États-Unis a touché les 8%. C'était du jamais vu depuis l'année 2000. Ensuite, si on continue le décompte, je vais le faire très rapidement, l'emploi, on a eu les chiffres de l'emploi, les demandes d'allocation au chômage qui sont au plus bas depuis le début de l'année. Et puis c'est ce qui compte le plus, les dépenses personnelles. La semaine passée qui ont été publiées largement au-dessus des attentes à plus 0,7% sur le mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que les données économiques pour la Fed sont
aujourd'hui beaucoup trop bonne pour crier victoire concernant la lutte contre l'inflation. Même si l'indicateur PCE qui a été publié vendredi a baissé plus que ce que n'attendait le rapport du consensus. Donc on est dans une situation, très concrètement, c'est que lorsque la Fed regarde tous ces chiffres, pour l'instant, ils sont trop bons. Maintenant, évidemment, l'inflation, on sait que c'est un animal très spécial qui baisse souvent comme il monte. Il baisse souvent plus rapidement que prévu. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver au premier trimestre de l'année prochaine, ce qui n'est pas du tout prévu par la Fed et par le consensus, une inflation proche de 2%. Et on en discutait avant, vous arriveriez dans des taux réels des taux réels qui sont beaucoup trop élevés. Et ce qui forcerait d'une certaine manière la Réserve fédérale américaine à revoir ses prévisions en ayant un discours beaucoup plus dovish, c'est-à-dire faucon, que ce qu'il a actuellement et ce qui est attendu par le consensus. Dovish plus accommodant, bien sûr, les colombes et les faucons au sein des banques centrales. John, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours la nervosité du marché obligataire américain. On a bien sûr ces bonnes données économiques toujours, qui prolongent encore un peu plus l'idée de la résilience de l'économie américaine. Et puis on a surtout cette question d'offre-demande en matière de treasuries. On sait que la demande a peut-être changé un petit peu de nature. On sait que certains pays, certaines grandes banques centrales achètent beaucoup moins de treasuries aujourd'hui. Face à cela, on a un trésor américain dont les émissions sont pléthoriques. Et de ce point de vue-là, le Trésor et la Fed vont se percuter d'une certaine manière mercredi en termes d'annonces. Exactement, puisqu'on va avoir le plan d'obligation de département pour les 3 mois à venir, c'est-à-dire pour la fin de l'année. Et on se souvient que lorsqu'on a vu exactement la même chose qui avait été publié lors du mois d'août, il y avait eu une certaine nervosité. On avait eu un montant de 1000 milliards de dollars qui avait été annoncé, mais il y avait eu moins d'appétence, moins d'appétit pour les obligations américaines. Et donc, on avait vu que les rendements avaient explosé, notamment à cause de cet appétit qui était moins. Donc, il faut offrir, d'une certaine manière, des rendements qui sont plus élevés. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que on cherche le vrai chiffre et combien d'obligations, d'une certaine manière, vont être mis aux enchères. Et les prévisions étaient au début août étaient de 852 milliards de dollars, mais on a beaucoup de rumeurs dans les journaux américains qui disent que cette offre, devrait être comme en août de 1000 milliards de dollars. Donc il y aurait encore plus de demandes. Et plus d'offres, excusez-moi. Et lorsqu'il y a plus d'offres, s'il n'y a pas de demande, il faut remonter les rendements. Et on sait que l'un des principaux facteurs de cette hausse, donc de ces potentiels 1000 milliards à nouveau qui seraient mis sur le marché, c'est l'augmentation des frais d'intérêt sur les emprunts américains, puisqu'on sait que les taux d'intérêt sont très élevés. Donc on est dans une situation où vous avez le serpent qui se mord la queue, parce que d'un côté tout va bien, mais de l'autre côté, il faut émettre pour plusieurs types de dépenses, et notamment les intérêts de la dette. Donc ça va être très très compliqué ici, et comme vous le disiez, ce qu'il faudra regarder, c'est peut-être pas la Fed, parce que tout le monde s'attend potentiellement à une pause au quiche, c'est-à-dire qu'on imagine bien que Jérôme Powell ne va pas dire qu'il va baisser les taux début d'année prochaine, même s'il le pense potentiellement, mais c'est justement sur ces adjudications qui vont être annoncées en parallèle. Donc on va avoir une volatilité très très élevée et potentiellement des surprises. Bon, 4,90 sur le 10 ans américain. John, ça fait une semaine qu'on n'a pas marqué de nouveaux records. Donc, on est allé voir des niveaux de rendement pour le 10 ans américain au-delà des 5%. D'ailleurs, ce sont des niveaux qui n'ont pas tenu. Ça a été assez bref quand même comme franchissement de seuil symbolique sur la partie taux américain. John,
Est-ce qu'on commence à avoir des éléments qui permettent d'annoncer la fin du crash obligataire qui dure? Alors, je crois que le point de départ du crash obligataire date de mars 2020. C'était le moment où on avait des papiers d'une valeur extraordinaire, hein, sur du 10 ans, sur du 30 ans américain. Depuis, la valeur de ces papiers n'a cessé de baisser jusqu'à près de 50% de baisse. Oui, tout à fait. En fait, ça fait depuis 38 mois qu'on baisse. Sur les obligations, notamment sur le taux obligataire à 30 ans. Il faut regarder les durations, évidemment. 2 ans, c'était un peu différent, mais sur le 30 ans, par exemple, ce qui amenait plusieurs grandes banques, et notamment la Bank of America, à dire qu'on était dans un krach obligataire, ce qui est exact. Bank of America l'appelait même le plus grand krach obligataire de tous les temps et disait que de vendre des obligations était textuellement le métier de l'humiliation. C'est-à-dire c'était humiliant de vendre des obligations parce que de toute manière elles baissaient. Donc on est dans une situation, évidemment tout le monde regarde ça, tout le monde regarde ce niveau à 5 ans qui est le niveau symbolique pour le rendement du 10 ans américain, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'on... Et souvent, on fait preuve tous de mémoire courte, mais on se souvient que lorsqu'on avait dépassé les 4%, on disait que c'était déjà le signal d'alarme. Je me rappelle que Goldman Sachs disait que si on dépassait 4,50, 4,5%, eh bien, c'était le crash non pas obligataire aussi, mais le crash des actions. Parce que vous savez que notamment les valeurs de croissance sont très très sensibles. Certaines sont très sensibles à ces hausses des rendements parce qu'à un moment ou à un autre, eh bien, l'investisseur se dit qu'il vaut peut-être mieux, et en l'occurrence aujourd'hui il a raison, aller sur du 5% que de prendre un risque en allant sur une valeur de croissance comme des valeurs de la tech qui ont trop monté trop rapidement. Et donc on est dans cette situation où le 5%, vous l'avez dit, devient un niveau psychologique, mais on a de plus en plus aussi d'autres banques, et notamment Jimmy Dimon de JP Morgan, qui disait qu'on pouvait monter à 7%, mais que sur le rendement du 10 ans américain, mais que le marché n'était pas prêt à aller sur du 7%, parce que là, on arriverait dans une situation où effectivement, à ce moment-là, eh bien, c'est le marché des actions qui va s'effondrer. Mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est que depuis qu'on est monté de 4 à 5%, bien effectivement, les valeurs de croissance ont plus baissé. Et on a vu beaucoup plus de poids négatifs sur le Nasdaq et un peu plus de poids positif sur les valeurs défensives, notamment l'énergie. Alors, il faut faire attention à l'énergie parce qu'évidemment il y a la guerre au Proche-Orient, mais on voit qu'il y a un switch, un changement qui est en train de se matérialiser. Alors évidemment, si vous avez le 10 ans américain qui rebaisse à 4 très rapidement, ça va être le contraire qui va se passer, mais potentiellement un changement structurel. Bon, les taux déterminent beaucoup de choses sur les marchés globaux aujourd'hui, sur les marchés actions notamment. Avant de parler des prévisions, des stratégies pour 2024, la question qui se pose comme chaque fin d'année, c'est celle du rallye de Noël. Est-ce qu'on peut avoir un soulagement de fin d'année sur les indices actions qui sont en train d'enchaîner un deuxième, voire un troisième mois de baisse aux États-Unis, hein, je crois. On va attaquer les 2 derniers mois de l'année, novembre et décembre, après 3 mois de baisse du S&P 500. Tout à fait. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on sait que historiquement, le mois de septembre est le plus mauvais mois sur le S&P 500 depuis la Deuxième Guerre mondiale, moins 0,8% en moyenne, et que le mois d'octobre est meilleur, c'est pas le meilleur mois, mais est meilleur, et il fait plus 0,8%. Donc on voit qu'on a un écart quand même assez grand qui, cette année, si ça se passe mal, c'est aujourd'hui et demain, eh bien, on aura cette moyenne qui ne sera pas respecté. Mais on est dans une histoire où, effectivement, on a plusieurs doutes et à chaque fois qu'on a les marchés qui doutent, alors que tout le monde disait que dès que le marché baisserait un peu, on rachèterait, eh bien, il y a d'autres éléments et tout le monde et les investisseurs se disent que cette fois-ci, c'est potentiellement différent que les autres années parce que
on a notamment une question géopolitique qui est encore plus importante, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a toujours la guerre en Ukraine malheureusement, mais il y a aussi ce conflit géopolitique au Proche-Orient. Et ce matin, on a eu JP Morgan par exemple, qui a dit qu'il fallait oublier le rallye de fin d'année. Alors j'espère qu'ils ont tort, bien évidemment, mais qu'il fallait oublier ce rallye de fin d'année, puisqu'on a une baisse de la révision des bénéfices, on a un affaiblissement de la confiance des consommateurs, et on a aussi un affaiblissement dans la confiance des entreprises qui ne sont pas encore prises en compte par le consensus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, selon eux, selon JP Morgan, on s'approcherait d'un moment où il faudra reprendre en considération les baisses d'estimation qui vont arriver ces prochaines semaines, ces prochains mois, et aussi que le resserrement monétaire de la Fed n'est pas encore visible dans les statistiques économiques. On en parlait juste avant avec les bons chiffres qui ont été publiés, la croissance et évidemment la consommation, notamment aux États-Unis. Donc on serait, selon JP Morgan, dans une situation où les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire les révisions à la baisse, la confiance qui baisse et puis potentiellement la consommation, ne sont pas encore pris en compte par le consensus, mais vont être pris en compte, ce qui va faire baisser les marchés. D'où l'importance de cette saison de publication de résultats, et de ce point de vue-là, la semaine sera encore chargée. On a eu McDo déjà publié ce matin, avant l'ouverture des marchés américains, des chiffres plutôt bons. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a changé d'heure, nous, en Europe, ce week-end, mais que les États-Unis ne changeront d'heure que dans 15 jours. Donc on va avoir un décalage horaire réduit avec la côte est des États-Unis de seulement 5 heures là, pendant les prochains jours. Donc il faut ajuster évidemment toutes les publications de statistiques et de chiffres aux États-Unis avec ces nouveaux horaires. McDo, ça s'est bien passé. On aura Apple jeudi soir et puis une demi-douzaine de sociétés du CAC qui publieront également leurs résultats tout au long de la semaine, en plus de la macroéconomie. Je le disais, les chiffres d'inflation, de croissance pour les différents pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro. Et puis aux États-Unis, la Fed mercredi et l'emploi américain pour le mois d'octobre qui sera publié ce vendredi. Merci beaucoup John Plassard qui était avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau.